Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Crypto Hebdo. Très content de vous retrouver, j'espère que vous avez la forme et que vous profitez de cet été. Alors ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas parlé, je pense que la dernière vidéo remonte à peu près à un mois et je vous avais prévenu que je serais un petit peu moins actif, mais que si par contre il se passait des choses intéressantes, eh bien je ne manquerai pas de vous faire une vidéo. Alors c'est le cas, vous le voyez, Bitcoin est à 120 000 $, Ethereum à 4 286 $. Je précise aussi que nous sommes le lundi 11 août. Il est 10h47 heure de Montréal. Donc effectivement, vous le voyez tout de suite, il s'est passé des choses. Alors, on va prendre le temps aujourd'hui, dans un premier temps déjà, d'analyser la clôture mensuelle du mois de juillet. Alors je sais, ça fait déjà 11 jours, mais on ne l'a pas fait puisque c'était dans les dernières semaines. Et puis, on va regarder la clôture weekly qui a été très importante, notamment sur Ethereum. Donc voilà, j'espère que le contenu de la vidéo va vous plaire. Comme d'habitude, je vous invite tout de suite à me suivre, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre un like si vous aimez ce genre d'analyse. Et puis, je rappelle que en description, vous allez trouver un lien pour rejoindre mon compte Telegram. Et c'est là-dessus que je poste un petit peu plus d'actualité. Voilà, tout simplement parce que en ce moment, je suis pas mal occupé. Notamment, bref, je vous l'avais déjà expliqué, mais j'ai repris mes études pour devenir conseiller financier, donc pas mal de choses à faire, je manque un petit peu de temps, c'est pour ça qu'au niveau des vidéos sur YouTube, je suis un peu moins régulier que je l'ai déjà été. Par contre, je continue de poster sur X et sur ce fameux compte Telegram, alors n'hésitez pas à me rejoindre si vous voulez des actualités un petit peu plus fraîches. Sinon, comme je vous l'ai dit sur la chaîne, je continuerai d'uploader une vidéo à peu près par mois et continuer de vous informer, du moins jusqu'à la fin de ce cycle-là. Et la fin du cycle, elle se rapproche tranquillement, pas vite. Alors si on étudie au niveau cyclique, calendaire, on devrait avoir une fin de cycle a priori entre le mois de septembre et le mois de novembre. Donc encore une fois, nous verrons, nous nous adapterons. Bien sûr, chaque cycle est différent et c'est vrai que ce cycle a été très très différent sur plein d'aspects. Je pense que je ferai une vidéo à la fin vraiment pour repasser les moments forts, on va dire, de ce cycle-là qui a été complètement fou, vraiment à tout égard. Mais cela dit, il faut quand même garder cette fenêtre en tête. En tout cas, moi, personnellement, je pense être sorti, si ce n'est pas complètement, en grande partie, comme je vous l'ai dit, d'ici probablement le mois d'octobre, peut-être un petit peu avant ou peut-être un petit peu après, en fonction de ce que je verrai. Alors, on y va, on attaque sans plus tarder. Clôture mensuelle, vous le voyez sur le Bitcoin. Donc on avait clôturé là bien au-dessus de l'ATH. On avait clôturé à 115 000 $ avec une hausse de 8%. Donc finalement, vous vous rappelez le fameux adage « Sell in May and go away ». Cette année, il semblerait en tout cas que c'était une mauvaise idée de vendre en mai puisque nous avons eu un très beau mois de juillet et le mois d'août s'aligne aussi pour être assez intéressant. Alors d'ailleurs, petite parenthèse, je vais vous retrouver ça. Voilà, je voulais retrouver, donc c'est sur CoinGlass, vous pouvez voir donc on va dire la performance mensuelle moyenne du Bitcoin. Donc on va regarder le Bitcoin, mais effectivement sur Ethereum c'est quelque chose que vous retrouvez aussi. Et donc comme je disais, le mois de juillet et le mois d'août sont généralement assez mauvais. Sauf si, et ça c'est intéressant, c'est que lorsqu'on est sur la dernière année du cycle, en fait, on a plutôt des mois de juillet et d'août, donc en fait un été qui est intéressant. On le voit par exemple ici en 2017, ça avait été le cas, et on le voit ensuite en 2021. Donc comme on est sur la dernière année du cycle, de 4 ans je rappelle, il serait en tout cas logique selon cette continuité, si on croit à la saisonnalité, qu'on ait un mois d'août qui soit positif. Et puis après, le mois de septembre, là on verra, parce que pour le coup, si on regarde en 2017, donc fin du cycle, c'était, regardez, le mois d'août avait été exceptionnel, mois de septembre forcément correction. Et si on regarde donc 2021, du coup fin du cycle, pareil, on avait eu un petit pullback avant d'avoir une dernière montée en octobre. Et puis voilà, on va voir un petit peu ce qui se passe pour la suite, mais comme je vous l'ai dit, au niveau cyclique, on s'enligne là pour une fin entre septembre et novembre, selon les indicateurs.
Alors, puisqu'on est là sur les graphiques, on va continuer un petit peu et puis ensuite on ira voir l'état du marché effectivement sur CoinMarketCap. Alors, je voulais vous montrer cette fameuse clôture d'Ethereum et vous le voyez ici, on avait eu là aussi une clôture sur le mois de juillet qui avait été exceptionnelle. Donc, retour aux ATH, je vais dire aux ATH de ce cycle-là, hein, puisque pour l'instant on n'est toujours pas allé chercher notre ATH aux 4 900 $ qu'on avait atteint lors du cycle précédent en 2021. Par contre, on voit vraiment un mois massif avec une montée de 46%, hein, donc c'est quand même incroyable. En plus, on a surperformé plutôt Bitcoin. Donc voilà, on sent que la liquidité est en train de se déverser et vous le savez, Ethereum, c'est l'étape suivante et après, ce sera la alt season. Alors encore une fois, je sais que ce terme est très polarisé. Ne vous énervez pas, je sais que les gens des fois montent aux barricades assez vite quand on parle de alt season. Tout simplement, moi ce que j'entends par alt season, c'est qu'on aura un déversement de la liquidité sur les altcoins. Est-ce qu'on aura une alt season comme on l'a vu en 2021? C'est assez peu probable. Les conditions de liquidité ne sont pas les mêmes. Mais voilà, je pense qu'on aura des choses très intéressantes et puis on a déjà eu des choses vraiment intéressantes. Donc je reviendrai là-dessus, là je vous montrerai deux, trois charts juste après. Et puis allons voir donc cette clôture weekly qui vient de terminer. Bon, Bitcoin, très bien, on voit qu'on est juste là, on consolide sur ce niveau-là des 120 000 $. Aujourd'hui, on a tenté une petite percée. Voilà, on reste là juste au-dessus des 120 000 $. Mais c'est vraiment cette clôture qui est ultra importante, c'est la clôture d'Ethereum et vous le voyez pourquoi, c'est qu'on a clôturé très franchement au-dessus donc de ce niveau, de cette résistance, donc une résistance quand même qui a duré un sacré moment puisque on était passé dessous, c'était en 2022, hein, janvier 2022, et ensuite on n'a plus jamais repassé au-dessus jusqu'à la semaine dernière, donc jusqu'à hier en fait. Donc voilà, clôture vraiment importante et pour moi c'est le signal qu'on attendait. Vous voyez 20% là quand même sur la semaine, donc ça monte très très fort. Alors voilà, je pense que on y est. Je peux lancer le top départ de la alt season. Pour moi là c'est vraiment ce qui nous manquait. Bitcoin en plus on voit là il continue de monter, donc quand vous avez Bitcoin et Ethereum qui montent côte à côte, c'est extrêmement positif. Solana est un petit peu plus en retard. Cela dit, voilà, je reste très confiant aussi. Solana, on le voit, il est en train de consolider et de préparer, à mon avis, un retour lui aussi à l'ATH. Alors, il avait déjà fait lui un plus haut. C'était quand même très léger par rapport au cycle précédent. Donc, je pense que là encore, si cette thèse de la alt season arrive et qu'on a bien la liquidité qui se déverse, je pense que Solana pourra aller chercher, à mon avis, au-dessus de 300 $, peut-être aller chercher, pourquoi pas, les 400. On a un objectif là, 473 $ si on regarde les extensions de Fibonacci. On reviendra là-dessus, mais en tout cas, on a quelque chose d'intéressant. Alors, on va regarder aussi rapidement, du coup, ça peut être intéressant. Bon, Total Market Cap. Voilà, effectivement, en weekly, on est pour l'instant sur des plus hauts. Vous le savez, Total Market Cap inclut Bitcoin. Si on regarde Total Market Cap 2, qui était le plus en retard, parce qu'Ethereum, vraiment, nous avait déçus depuis le début du cycle, ça y est, on commence là vraiment à remonter vers les plus hauts, donc ils ne sont toujours pas franchis. Les plus hauts là de 1,7 trilliard. Mais quand on va passer ça, là, je pense que c'est là que ça va s'accélérer. Et puis, on a quand même de la place. Si on regarde, en tout cas, je ne sais pas, je ne pense pas qu'on ira nécessairement jusqu'ici. Mais on le voit, en tout cas, au niveau graphique, on a pas mal de place pour aller chercher beaucoup plus haut. Total Market Cap 3, pareil, on est là. Donc, on voit que pour l'instant aussi, le top 10 des altcoins, ça performe bien. Et puis le marché des altcoins. Alors la liquidité n'est pas encore trop descendue. On a quelques projets, quelques narratives isolées qui fonctionnent bien. Mais pour l'instant, on reste vraiment sur le haut du ranking finalement des crypto-monnaies. Je voulais vous montrer la dominance Bitcoin parce que là on le voit effectivement, ça poursuit sa baisse et c'est exactement ce qu'on voulait voir. Donc là maintenant on commence à avoir une baisse qui est assez significative de l'ampleur de ce qu'on avait eu en novembre où c'était avant ça en janvier. On est passé sous la moyenne mobile 200.
comme on l'avait fait ici. Ensuite, on est revenu la chercher et là, ce que j'aime bien voir, c'est que eh bien, on a rejeté et on est descendu plus bas. Donc, on est en train de faire finalement des plus hauts plus bas et des plus bas plus bas. Vous le savez, c'est la définition d'une tendance baissière. Donc, on a une dominance finalement du Bitcoin qui est rentré en tendance baissière, tout du moins à court, moyen terme, on va dire. Donc là, je pense que eh bien, si ça se poursuit, on devrait aller dans ce sens-là d'une alt season, comme je vous en parle, depuis maintenant plusieurs semaines. Et puis, gardez bien en tête qu'on a, alors je ne sais pas encore une fois si on ira le chercher, 45%, ça paraît tellement bas par rapport à maintenant, mais vous le savez, c'est un point de vigilance, hein, si jamais on se rend jusqu'ici, attention parce que historiquement en tout cas ça a été vraiment sur ces niveaux-là qu'on arrivait dans des folies sur le marché et généralement c'était vraiment la fin du cycle. Donc entre temps on a pas mal de supports, hein. On a déjà le nuage Kumo ici en weekly qu'il va falloir percer. On n'avait pas réussi à le percer en novembre-décembre 2024. Et puis, je pense également que la moyenne mobile de 100 ici va jouer son rôle et va servir de support. Donc là, pour moi, on a un target à 55%. Mais mine de rien, une baisse de 5% sur la dominance de Bitcoin, eh bien, pour nos altcoins, ça peut se traduire par des jolis multiplicateurs. Donc, à bien garder en vue. Ethereum Bitcoin, eh bien oui, c'est bien confirmé. Regardez-moi ça, c'était chirurgical. Si vous remontez un petit peu dans les vidéos, je vous avais dit ici qu'on avait touché un point qui avait été important. Donc on hésitait, est-ce qu'il y aurait un double bottom? C'est quand même intéressant, hein. Je crois que les institutionnels surveillaient ce niveau très précisément. C'est à se demander, hein, si cette baisse n'avait pas été orchestrée parce que c'est assez impressionnant. Et donc là, on voit que Ethereum, par rapport au Bitcoin, hein, est en train de monter en ligne droite. Je pense qu'à ces niveaux-là, on devrait avoir peut-être un petit ralenti. À mon avis, ça va se passer en deux temps, c'est-à-dire que là, je vois bien Ethereum continuer. Ensuite, on devrait avoir une petite accalmie, Bitcoin va repartir et à mon avis c'est là qu'on va aller chercher le haut du cycle sur Bitcoin. Donc avec mes objectifs, moi je les garde toujours entre 150 000 et 170 000, mais honnêtement 150 000 ce serait déjà pas mal. Et puis après, dernière retrace, dernière injection de liquidité sur Ethereum et puis la fin de la alt season. Alors gardez bien en tête aussi que c'est vraiment sur les derniers 10-20% du cycle qu'on peut faire 80 à 90% de la performance quand on est exposé en alt, ce qui est mon cas depuis le début du cycle. Alors oui, ça a été difficile ce cycle-là du coup parce que c'était vraiment le cycle Bitcoin. Et j'aurais gagné à rester, hein, je le dis en toute honnêteté et en toute transparence, j'aurais gagné à rester exposé davantage sur Bitcoin. J'ai fait ma rotation un peu vite et c'est vrai que j'avais fait des bons moves au niveau de l'intelligence artificielle et au niveau des meme coins qui ont été deux des grosses narratives de ce cycle-là avec aussi tout ce qui est RWA. Et donc du coup, j'ai été un peu encouragé finalement à continuer un peu avec la stratégie que j'avais eue depuis le début du cycle. Et c'est vrai que les derniers mois, ça a été difficile. Alors là, ça a plutôt bien remonté dans les dernières semaines, donc c'est tant mieux. À surveiller, encore une fois, je reste vigilant. Hein. Trump nous a appris à rester vigilant parce qu'il peut nous faire n'importe quelle dinguerie. Mais cela dit, on a des choses là qui sont en train de se placer et qui sont assez jolies. Puisque ça fait un mois qu'on ne s'est pas parlé, j'en profite aussi pour passer quelques cryptos rapidement. Et puis après, on ira voir le marché. Le marché un peu plus dans sa globalité avec CoinMarketCap, etc. Alors on va regarder, il y a Pengu, Pengu qui a été assez exceptionnel. Je pense que je vous en avais parlé lors de la dernière vidéo. Donc là il est en train de consolider presque sur ses ATH, hein. L'ATH est un petit peu plus haut, mais là ça avait été vraiment au moment du lancement du token et du listing sur Binance, donc clairement il y a toujours un peu plus de volatilité. Pour moi là c'est vraiment la zone, on va dire, de plus haut. Et si on regarde sur le mensuel, eh bien ça a été un mois de juillet complètement exceptionnel avec une hausse de 128% en clôture. On est même allé chercher 216% là si je prends la mèche. Donc Pengu a vraiment explosé, a vraiment défié. Donc on le voit encore et toujours, les meme coins vont vraiment leader à chaque fois qu'il y a une jambe haussière. Avant lui, ça avait été Fartcoin. On a eu aussi SPX, le token de Mourad, hein, qui avait très bien performé, qui a déjà fait un ATH, lui, par rapport à la grosse purge qu'on avait eue en mars et en avril. Après ça, si on regarde, on a Pepe et Brett qui, eux, sont tout le temps, pour l'instant, vraiment en train de consolider. On sent qu'il y a un mouvement qui est en train de se préparer. Donc moi, je pense que, voilà, gardez bien vos yeux sur Pepe. Et Brett, eh bien, ça ressemble énormément. Alors, on est un peu plus bas. Il avait corrigé davantage. Par contre, voilà, je pense que Brett aussi
vu qu'il est moins capitalisé, quand la liquidité va aller dessus, je pense qu'on aura un mouvement sympathique. Et on a MOG aussi, alors on le voit d'ailleurs, autant Brett et PP, on n'est toujours pas venu faire un plus haut par rapport à la pointe qu'on avait eue en mai. MOG, oui, ça a été le cas en juillet. Également, on avait eu un très beau mois, je vous le montre ici. Alors finalement, on avait bien retracé, mais on a quand même fait un 100%. Et après, en clôture, c'était un 26%. Donc on a quand même très très bien retracé. Par contre, voilà, en weekly, on voit que quand MOG il s'énerve, eh bien c'est voilà, 89% sur une semaine. On avait eu la même chose ici. Donc après, il digère pendant plusieurs semaines. Donc là, on est encore dans la digestion. Mais pour moi, voilà, MOG, c'est un des plus beaux meme coins aussi de ce cycle-là avec PP. Et voilà, gardez en tête que c'est finalement un investissement proxy sur Ethereum. Donc comme là, on rentre dans la Ethereum Season, avant de dire Alt Season au sens large, on va dire Ethereum Season, eh bien PP, MOG, voilà, tous ces tokens qui sont finalement des dérivés, qui sont des projets qui ont été lancés sur la blockchain d'Ethereum, généralement, ils profitent avec plus de volatilité, mais ils profitent de la hausse. Donc là, on a une belle structure haussière. On a très très bien respecté les niveaux à chaque rebond. C'est assez impressionnant, on le voit ici. On avait cette zone-là, on est venu taper dessus, bam, on a rebondi tout de suite, on l'a cassé, on est revenu faire notre pullback. Et voilà, prochaine étape, eh bien, c'est cette zone-là. Et si on la casse, à mon avis, on aura quelque chose d'assez similaire, c'est-à-dire probablement on va aller chercher la TH, rebond dessus, et après, eh bien, si ça continue, si on a encore du temps, s'il y a de la liquidité, eh bien, on pourrait avoir une dernière jambe haussière et aller explorer cette zone-là. Donc là, en termes de performance, on peut à partir de maintenant, à mon avis, aller chercher genre un 200% et peut-être plus. Brett, lui, est plus en retard, comme je vous disais tout à l'heure. Donc là, il peut y avoir un potentiel. Déjà, juste en retour d'ATH, on parle de 300%. Donc, très intéressant aussi à surveiller. On a Bonk également, qui avait bien performé, si on regarde le mois de juillet. Alors, avec Pengu, ça a été plutôt les meme coins Solana qui ont bien fonctionné. Donc, 80%. On est allé chercher 180% là avec la volatilité. Donc très intéressant. Bonk aussi, c'est vraiment exemplaire en termes on va dire d'analyse technique. Les niveaux sont très bien respectés. On avait eu un beau pullback. Donc voilà, là, après ce mois-là, on peut s'attendre à une petite stabilisation. Moi, je verrais bien une stabilisation qui pourrait durer 1 ou 2 mois. Et puis après, là, sur la fin du cycle, exploser et puis aller chercher l'ATH et peut-être au-delà. Donc voilà, il y a des opportunités clairement sur les meme coins à surveiller. On a également Tao, pour l'instant, ça consolide, on le voit. L'intelligence artificielle, pour l'instant, est restée un petit peu en retrait. Donc, ça peut être une opportunité. Si vous avez fait des beaux gains sur les meme coins, eh bien, n'oubliez pas Tao. Je pense que c'est le leader de l'intelligence artificielle. Les institutionnels sont dans la partie maintenant. Vous savez aussi, Trump avait parlé à nouveau de lancer, un peu comme on avait eu à l'époque, la course-poursuite pour l'espace avec les Russes, où ils se compétitionnaient dans l'investissement pour être les premiers sur tout ce qui était technologie et voyage dans l'espace. Eh bien, Trump a lancé la même chose par rapport à l'intelligence artificielle, avec comme compétiteur plutôt la Chine cette fois-ci, même si la Russie probablement de son côté fait aussi des investissements et de la recherche. Donc je ne serais pas surpris de voir un Tao qui pourrait s'énerver à la fin du cycle. Finalement, si on le regarde comme ça, eh bien, on a eu une grande consolidation qui a duré quand même plusieurs mois. Là, on est en mensuel, chaque bougie représente un mois. Donc, je pense que quand ça va partir, eh bien, ça pourrait être assez énervé aussi. Il nous a déjà habitués à des choses assez volatiles. Donc, ne sous-estimez pas Tao. Voilà, je pense que ça fait pas mal le tour sur ce qui est important. Donc là, en ce moment, les top performers, ça va être ENA et Lido. Même chose, un peu que je vous ai dit tout à l'heure avec MOG, c'est des investissements proxy sur Ethereum. Donc Ethena a un stablecoin en fait, qui est le USDE, si je dis pas de bêtises. Et donc j'ai vu passer ça sur Twitter. Là, je vous le montrerai pas parce que je l'ai pas sous le coude, mais c'est le stablecoin a priori qui a été le plus rapide à atteindre 10 milliards de capitalisation. USDT avait été plus long, mais c'était le premier. Ensuite, on a eu USDC qui avait été plus rapide. Et finalement, le stablecoin d'ENA a fait encore plus vite. Et puis le token ENA, lui c'est plutôt un token de gouvernance, mais qui vous permet d'avoir du stacking. Donc voilà, il y a une utilité à ce token-là.
Et on le voit, un mois de juillet, ça avait été exceptionnel, 113%. Forcément, comme je vous ai dit, Ethereum avait fait un très beau mois, donc il n'a pas manqué de bien performer lui aussi. Et là, on est à 40% pour l'instant sur le mois d'août. Et si on regarde Lido, Lido c'est pareil, il avait été un petit peu plus tranquille sur le mois de juillet. Par contre, le mois d'août, il est en train de tout exploser. On est déjà à 60%. Les prochaines résistances sont assez loin. On aurait une résistance ici, si on regarde en mensuel, hein, on a pas mal de recul. Là aux environs des 1,75, et puis après pour moi c'est vraiment de retour là sur les 2,10, 2,15 dans ces eaux là, donc on voit qu'on a encore de la marge, hein, potentiellement peut-être un 30-40% avant que le prix se calme, donc à voir, là il y a peut-être des petits trades rapides à prendre. Par contre, c'est vrai qu'il a, voilà, il a déjà bien monté, donc attention à pas FOMO nécessairement, hein, sur ce genre de bougie. Il y a de quoi faire, comme je vous dis, il y a des tokens qui ne sont pas encore partis, profitez-en pour vous positionner dessus. Bon, je pense que ça fait le tour pour les graphiques. Alors, on va regarder aussi sur CoinMarketCap un petit peu l'ensemble du marché. Donc, au niveau Fear and Greed Index, eh bien, on est à 62. Donc là, on vient de repasser dans le grid légèrement, mais on n'est pas non plus en extrême grid. Donc ça nous fait dire, eh bien, pour l'instant, j'ai l'impression qu'il y a un peu deux camps. Il y en a qui n'y croient pas et il y en a qui sont au taquet. Donc voilà, peut-être que la vérité est entre les deux, comme souvent. Et voilà, je pense que c'est très propice à ce que ce mouvement continue. All Season Index, eh bien, on est à 35. On va tranquillement se rapprocher de 50 et c'est quand on aura fait la bascule, à mon avis, que les choses vont vraiment s'accélérer. Mais forcément, n'attendez pas qu'on soit là pour vous positionner sur les altcoins. Il faut se positionner. Là, je pense que c'est un bon moment. À la limite, peut-être Bitcoin Season, des fois, on se positionne un peu trop tôt, voire beaucoup trop tôt. Mais voilà, je pense que là, on rentre à un moment où ça peut être très intéressant de surveiller ça. Et puis, si on regarde les ETF sur la crypto, eh bien, on le voit que depuis le mois d'août là, et pourtant le mois d'août, hein, comme on dit, c'est un mois qui est plutôt un mois fantôme, des fois les gens disent, parce que d'habitude les institutionnels sont en vacances, etc. Et il ne se passe pas grand chose. Mais là, on voit que ce mois fait exception, puisqu'on a des injections de liquidités qui sont vraiment impressionnantes. Donc vous avez en bleu, c'est Ethereum, et vous le voyez, donc Bitcoin continue, mais Ethereum aussi, c'est incroyable. Donc là, on avait eu vraiment, c'était fin juillet, ça s'est un peu calmé, et puis là, ça repart très très bien. Si on regarde sur l'année, on voit là à quoi ça ressemble. On a encore de la marge par rapport à ce qu'on avait connu. Voilà, ici on a eu des pics plus hauts, hein, mais voilà, c'est parti. Là, je pense que on a quelque chose qui est en train de se préciser à ce niveau-là. Au niveau Cycle Indicator, donc ça c'est quelque chose que je vous montrais sur CoinGlass avant, mais CoinMarketCap l'a ajouté, donc ça c'est cool, comme ça on peut tout voir au même endroit. Donc vous avez différents indicateurs qui nous donnent des objectifs pour le prix de Bitcoin et finalement qui vont nous donner le top. Alors le top, bien sûr, personne ne peut coller le top, mais en regardant, on va dire, une multitude d'indicateurs qui ont bien fonctionné par le passé, et puis on met quand même les chances de notre côté de vraiment sentir, on va dire, quand les choses commencent un petit peu à puer. Pour l'instant, eh bien, vous le voyez, il n'y a encore aucun de ces indicateurs qui a trigger. Donc, comme je vous le dis, on sent qu'on a de la marge. Et ça, en tout cas, ça le confirme. Si on croit ces 30 indicateurs qui ont bien marché historiquement, eh bien, on n'est pas encore arrivé à un plus haut sur Bitcoin. Et donc, on peut imaginer Ethereum non plus. Et donc, on l'espère en tout cas, nos altcoins. Si on regarde le top 100, on va regarder un petit peu top performer là, de la semaine. Sans grande surprise, je vous en ai parlé tout à l'heure, il y a Lido. Voilà, on a Aero également qui est un projet qui est directement basé à Ethereum. Ensuite, on a Pendle. Donc Pendle, ça c'est tout ce qui est projet RWA. Et Ena est juste derrière. Et on a Chainlink aussi. Alors d'ailleurs, je voulais vous faire un petit post là-dessus sur le Telegram. Mais je pense que je vais vous le montrer maintenant. Comme ça, vous aurez la primeur. Alors, Link, je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant. Là, on a un signal qui est vraiment, vraiment important. Alors, il faudra attendre la clôture mensuelle, donc il reste une vingtaine de jours, si vous voulez on va dire une confirmation supplémentaire. Mais si on regarde en weekly, là, on a quelque chose de très intéressant. On voit cette figure de ta séance. Alors là, on avait eu un petit excès, c'était en décembre, forcément, avec tout ce qui s'était passé. Ensuite, on a réintégré. On voit que, eh bien, on est redescendu, mais on n'est pas allé chercher plus bas que ce qu'on avait fait au mois d'août
Et ça, c'est pas le cas de toutes les cryptos. Donc clairement, je pense qu'ici, il y a des gens qui étaient là pour acheter. On a eu un très beau double bottom. Et là, eh bien, on est repassé au-dessus de la moyenne mobile 200, au-dessus de la moyenne mobile 50. Et là, on vient de clôturer au-dessus de cette résistance. Alors, est-ce qu'il y aura un petit pullback? Peut-être. Mais là, en tout cas, on voit qu'on est vraiment très, très bien monté. Link, eh bien, vous le savez, c'est ce qu'on appelle un oracle. C'est un projet qui est indispensable, on va dire, à tout l'écosystème crypto-monnaie et notamment, on va dire, la transition de la finance traditionnelle vers la blockchain, qui est quelque chose qui aujourd'hui est assumé par le gouvernement américain. Donc voilà, Link, je pense qu'il pourrait se passer des choses intéressantes. L'ATH est quand même assez loin, on est à 50 $. On est là jusqu'à 20, donc on peut déjà faire plus qu'un x2 sur un des top 10. En fait, je crois qu'on est 11e. On va aller voir ça ici. Si je vais sur Chainlink, on est 12e en fait. Mais si vous regardez le ranking et que vous enlevez les stablecoins, eh bien on est bien dans le top 10 puisqu'on enlèverait USDT et USDC. Donc rappelez-vous de ce que je vous disais tout à l'heure. La liquidité ne va pas passer directement d'Ethereum à vos petits low cap. Donc ça peut être un bon pari à mon avis d'avoir une ligne sur Chainlink qui pourrait potentiellement déjà faire des plus-values que vous allez pouvoir ensuite faire ruisseler vous aussi sur vos investissements qui sont moins capitalisés. Donc voilà, je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant à faire. Alors est-ce qu'il va nous faire une XRP ou est-ce qu'il va nous faire une Tron? Rappelez-vous ces projets très capitalisés qui avaient fait presque un x2, en fait même plus qu'un x2 en quelques jours, quelques semaines. Je pense qu'on pourrait avoir un mouvement similaire avec Link. Donc voilà, je vous le dis ici. Et puis on commence aussi à en entendre parler sur Twitter. C'est vrai que moi je suis pas mal, on va dire beaucoup d'influenceurs de différentes sphères. Ça me donne un petit peu le pouls du marché. Et je vois que Link, on commence tranquillement à en parler. Alors c'est pas non plus comme on a eu à un moment donné sur Hype ou sur XRP. On n'est pas encore à ces niveaux-là, ce qui me laisse penser qu'on a encore de la marge et que si on se positionne maintenant, on est plutôt à un bon moment. Au niveau news, et je terminerai là-dessus, j'ai 3 news que je voulais vous partager. La première, eh bien, c'est que là, on le voit que maintenant, on est à 90% de chances que les États-Unis aient un rate cut. Donc, vous le savez, les États-Unis, pour l'instant, n'ont toujours pas baissé les taux d'intérêt. Jérôme Powell reste fort. Alors, il y a eu ce bras de fer entre Trump et Powell qui a duré plusieurs mois. À chaque fois, Trump qui insulte un peu, on va dire, Jérôme Powell, de ne rien faire. Lui, ce qu'il veut, c'est vraiment pousser les marchés. Pourquoi il veut baisser les taux d'intérêt? Parce que forcément, eh bien, ça veut dire que l'inflation va reprendre et donc à ce moment-là, la liquidité va se déverser sur les marchés parce que quand on est dans un contexte d'inflation, eh bien, l'argent va vers les assets parce que l'argent se dévalue davantage et les assets vont monter. Et puis, ça permet aussi tout simplement de baisser le poids de la dette américaine. En fait, tous les pays ont recours à cette même stratégie. Donc voilà, c'est à bien surveiller. Pourquoi Powell ne l'a pas déjà fait? Eh bien parce que, je l'ai dit quand même, c'est pas magique, on crée de l'inflation et la mission de la Fed, entre autres, en fait elle a 2 missions, c'est d'assurer le bon emploi, on va dire, sur le marché américain, mais aussi de contrôler l'inflation. Son objectif est à 2%. Vous le savez, après la pandémie, on a eu vraiment des pics. Et vous voyez, on ne retourne pas en arrière. Je suis sûr que vous avez constaté que tout est plus cher que 2, 3, 4 ans en arrière. Et donc voilà, la Fed a ce mandat-là de contrôler l'inflation. Et comme Trump en plus était arrivé avec ses tarifs et que les tarifs, on l'avait senti, pouvaient amener là aussi une hausse des prix, eh bien Powell était un petit peu plus prudent par rapport à ça. Moi, d'ailleurs, une attitude que je salue et que je respecte. Mais voilà. Le bras de fer continue et là on sent que le vent est en train de tourner, qu'on pourrait avoir ces rate cuts et ça va probablement être le fuel à la dernière jambe haussière de ce cycle-là. Aussi, je voulais vous montrer, du coup, c'est de l'analyse technique, mais là je vous montre ce compte Crypto Amsterdam. J'ai déjà montré des posts qu'il fait, je l'aime bien, vous l'avez déjà vu sur cette chaîne. Donc je pense que tout est dit, c'est-à-dire don't fade the breakout of resistance lines that are over 1000 days old. Donc ça c'est important, ça veut dire on a une résistance qui est vieille de 1000 jours, qui a été, alors au moment où il avait fait le post, c'était pas encore le cas, maintenant c'est le cas, et donc on l'a franchi, et donc attention à ne pas sous-estimer ce genre de breakout. On le voit ici
En comparaison, si vous mettez Bitcoin, on est sur du 3 jours, de la même façon qu'Ethereum. Ça, c'était le cycle précédent. Donc on voit 2018, on avait fait le pic, donc comme on l'avait fait par exemple ici en, on va dire, fin 2021. Ensuite, on avait eu le bear market, la zone d'accumulation, on a eu la même chose ici, zone d'accumulation. Ensuite, on est revenu tester la résistance, donc une fois, deux fois, correction, même une troisième fois pour nous ici. Ensuite, on a eu le dernier pic de la peur, on l'a eu ici, et à nouveau, petite touchette, ce qu'on a eu là, et breakout. Et comme je vous le dis, depuis qu'il a fait son post, là c'était le 8 août, les choses vont vite. Depuis hier, on a vraiment clôturé. En fait, depuis 2-3 jours, on avait clôturé en daily au-dessus de 4000, et depuis hier, on a clôturé en weekly au-dessus de 4000. Donc pour moi, le break est validé et confirmé. Et donc, vous le voyez ce qui s'est passé avec Bitcoin après. On a eu une envolée massive. Donc, on peut imaginer, encore une fois, ce n'est pas une garantie, mais on peut imaginer, c'est ce qu'on appelle une analyse par fractal, parce que généralement, des mouvements que vous pouvez observer à un certain niveau, eh bien, vous pouvez l'observer sur d'autres niveaux ou sur d'autres actifs. Moi, j'aime bien faire ce genre d'analyse. Et donc là, si cette analyse fractale se révèle juste, eh bien, on devrait avoir un Ethereum qui pourrait partir chercher peut-être les 6, 7, 8 000 $. Donc, peut-être un x2, voire un x3 à partir de maintenant. Même si on est conservateur et qu'on dit un x2, bon, je sais, certaines personnes vont dire c'est pas conservateur de dire un x2. Non, dans la finance traditionnelle, ça l'est pas. En crypto-monnaie, encore une fois, quand on a une accumulation comme ça, quand on a une résistance qui a duré 1000 jours, je pense que c'est conservateur de dire un x2. Alors à ce moment-là, eh bien, toutes les cryptos, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, par exemple PP, ENA, etc., des projets qui sont finalement un peu des effets de levier déguisés sur Ethereum, eh bien, peut-être vont aller chercher un x3, x4, x5. Voilà. Donc, s'il y a une bonne rotation qui est faite, je pense qu'à partir de maintenant, et encore une fois, je pense que je suis conservateur, si on ventile bien notre capital et notre portefeuille sur des projets de capitalisation aussi différentes, de ne pas tout mettre nécessairement sur les low cap ou sur les gros cap, je pense qu'un x3 à un x5 me semble réaliste, en tout cas, un objectif qu'on peut se fixer. Et puis dernière petite news avant d'arrêter cette vidéo, eh bien, c'est Bitcoin Archive qui partage qu'en 2018, Harvard, alors pour ceux qui ne savent pas, Harvard ont un fonds d'investissement qui est constitué principalement de dons d'anciens étudiants ou de bienfaiteurs. C'est un don qui pèse quand même, on parle de plus qu'1 milliard, là je ne sais pas s'il y a la somme ici. Non, on ne la voit pas ici. Mais effectivement, on voit que les avis sont en train de changer. Pour moi, c'est vraiment symptomatique de ce qui se passe à un niveau institutionnel et gouvernemental. 2018, Harvard dit que le Bitcoin a beaucoup plus de chances de toucher 100 $ que 100 000 $. Et on le voit ici, 7 ans plus tard, Harvard qui achète pour 116 millions de Bitcoin et il l'achète à 116 000 $. Voilà, alors qu'on a eu quand même l'opportunité d'en acheter beaucoup plus bas, clairement tout le monde a eu le temps d'en acheter. Donc si eux achètent à ce prix-là, eh bien c'est que ils ont, c'est sûr, une vision beaucoup plus long terme que la plupart des investisseurs. En tout cas, j'imagine des personnes qui sont sur cette chaîne, ou même que moi, à titre personnel, puisque je joue de l'intracycle. Eux, ils font probablement pas de l'intracycle. Ils vont peut-être commencer un DCA à 116 millions et ensuite continuer pendant le bear market, c'est tout à fait possible. Mais donc, ça vous donne quand même une idée de ce changement finalement de mindset par rapport à Bitcoin. Et puis, il y a un adage qu'on dit souvent crypto-monnaie et par rapport à Bitcoin, on dit tout le monde achète du Bitcoin au prix qu'il mérite. Donc, effectivement, plus les institutions mettent du temps à accepter le Bitcoin et plus ils l'achèteront à un prix qui est élevé. Voilà, donc je pense que ça conclut pour cette vidéo. On le voit ici, on est sur une journée plutôt de correction avec Lido qui lead, c'est assez impressionnant. Ouais, très très beau ce qui se passe. Attention, là on est vraiment sur des résistances, donc on va surveiller ça. Mais voilà, on est peut-être sur un dip qui peut être intéressant si vous êtes encore sur la ligne de côté, si vous attendiez le bon moment. Moi en tout cas, officiellement, je me mouille. Je lance le coup de feu de la Ethereum Season. Pour moi, c'est parti, c'est enclenché. Et ensuite, eh bien, je pense que ça devrait continuer.
vers la all season, celle dont on parle depuis maintenant des mois, pour pas dire des années. Donc voilà. Haut les cœurs, le meilleur est à venir selon moi. Merci à vous d'avoir écouté déjà cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, encore une fois, n'hésitez pas à mettre un petit like, un commentaire. Ça aide au niveau des algorithmes et puis ça fait toujours plaisir. Je prends encore le temps de vous répondre en commentaire. Et puis à vous abonner aussi si ce n'est pas fait. Je vous rappelle que j'ai mis en description un lien pour me suivre sur les réseaux sociaux, donc sur X et puis sur Telegram si vous voulez rester informé, on va dire de façon plus régulière. Et puis sinon, écoutez, je pense qu'on va se reparler probablement début septembre. On verra un peu la clôture du mois d'août, ce qui s'est passé. Mais je pense que la fin de l'été sera très intéressante. Allez, prenez soin de vous, soyez prudents sur les marchés et on se revoit dans un petit mois. Salut tout le monde.